Proche-Orient, les visages de la guerre. Yahya Sinwar, l'architecte de la terreur. Yahya Sinwar, né en 1962 dans le camp de réfugiés de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Très jeune, il est témoin des violences quotidiennes dans le conflit israélo-palestinien et s'engage dans la lutte armée. Épisode 2, Yahya Sinwar, les années de captivité et l'ascension. Laetitia Bucaille, est-ce que vous pourriez m'expliquer comment la situation a évolué entre la bande de Gaza et Israël ? Oui, alors on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, puisque aujourd'hui, et depuis 2007, il y a une fermeture totale entre la bande de Gaza et Israël, mais lorsque Israël occupe les territoires en 1967, pendant les décennies qui vont suivre, en fait, il n'y a pas de frontière, en fait, entre Israël et la bande de Gaza, entre Israël et la Cisjordanie. Les Palestiniens et les Israéliens circulent à l'intérieur de ces territoires. Alors, les Palestiniens circulent notamment pour aller y travailler, en Israël, puisque ils sont employés sur des chantiers de construction, dans les cuisines des restaurants, voilà, divers emplois, même lorsqu'ils sont diplômés, et qu'ils pourraient faire valoir leur diplôme en travaillant autrement, le salaire en Israël est suffisamment attractif pour qu'ils aillent travailler en Israël. Donc la circulation est libre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a aussi des Israéliens qui vont en Cisjordanie, qui vont dans la bande de Gaza, alors souvent pour faire leurs courses, parce que c'est moins cher. Ils y trouvent aussi un avantage économique. Il y a des Palestiniens de Gaza qui vont étudier dans les universités palestiniennes de Cisjordanie, qui sont à l'époque mieux dotées que la bande de Gaza en université. Mais progressivement, les choses vont changer avec la première intifada, donc qui éclate en 1987. Progressivement, Israël va imposer un contrôle des circulations, et progressivement la circulation des Palestiniens va se réduire. Et notamment, les Gazaouites ne pourront plus aller étudier librement dans les universités de Cisjordanie. Il leur faudra un permis express pour y parvenir. Mais en fait, dans la perspective de l'autonomie palestinienne, dès 1993, Israël érige une clôture de sécurité entre la bande de Gaza et Israël. Alors disons que c'est relativement facile de fermer Gaza, d'enfermer Gaza, parce que Gaza, c'est tout petit, c'est 40 km de long sur 10 km de large. Donc, dès 1993-1994, cette clôture est effective et on ne sort de la bande de Gaza que par des checkpoints précis où il y a un contrôle israélien qui s'exerce. Cela dit, ces contrôles vont devenir de plus en plus sophistiqués et permanents. C'est-à-dire que en 94, on passe au checkpoint. Il faut montrer ses papiers, qu'on soit palestinien ou étranger, etc. Mais il y a une petite marge de négociation. Les contrôles sont plus ou moins tatillons d'un jour à l'autre, que ça soit sur les personnes ou que ça soit sur les camions qui transitent. Mais évidemment, le fait que à partir de 1994, le Hamas et le djihad islamique commettent des attentats suicides en Israël, va conduire Israël à renforcer considérablement le contrôle sur ces territoires et à fermer de plus en plus ces territoires. Donc à partir de 1995, les territoires sont très souvent bouclés, et la bande de Gaza en particulier, parce que Israël craint le fait que des Palestiniens viennent se faire exploser en Israël. On aboutit à ce paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a un processus de paix, il y a une autorité palestinienne qui gouverne à Gaza, donc on est dans ce cadre, dans cette dynamique du processus de paix, et pourtant, les Gazaouites vont de moins en moins pouvoir sortir de chez eux. Il y a des jeunes qui ont, une vingtaine d'années, qui ne sont jamais sortis de la bande de Gaza, et qui n'en sortiront pas, en fait. Qui n'en sortiront pas parce qu'ils n'ont pas de permis, et que les permis sont dévolus à des toutes petites catégories de personnes dont ils ne font pas partie. En 2007, le Hamas prend le pouvoir à Gaza. C'est-à-dire que le Hamas a gagné les élections en 2006.
Le Fatah, la communauté internationale, ne l'a pas laissé gouverner. Il va y avoir un rapport de force entre le Fatah, entre l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas et le Hamas, dont le Hamas va sortir vainqueur, et donc le Hamas prend le contrôle de la bande de Gaza. Et à partir de ce moment-là, il y a un blocus entre la bande de Gaza et Israël. Double blocus, puisque les Égyptiens exercent aussi ce blocus. On en parle moins que du blocus israélien, mais les Palestiniens de Gaza sont bien coincés de part et d'autre. Alors, un blocus égyptien qui est quand même moins ferme que le blocus israélien. D'abord parce que il arrive quand même que les Égyptiens ouvrent la porte de Rafah et que les Palestiniens puissent circuler. Alors, c'est tributaire d'abord de qui est au pouvoir en Égypte. Lorsque c'est Moubarak, Moubarak n'est pas favorable aux frères musulmans, qu'il réprime chez lui. Donc, l'arrivée au pouvoir du Hamas à Gaza ne lui plaît pas tellement. Donc, ils craignent, ils s'entendent pas très bien avec le nouveau pouvoir à Gaza. Mais quand les frères musulmans arrivent au pouvoir, quand c'est Mohamed Morsi qui gouverne en Égypte, il ne va pas tellement assouplir ses relations avec le Hamas, bien que cette organisation soit une organisation sœur, avec laquelle il devrait entretenir beaucoup de proximité. Mais il y a toujours une certaine crainte de l'Égypte de se voir submergée par les Palestiniens de Gaza. En fait, si vous voulez, la bande de Gaza, c'est un peu un territoire perçu de part et d'autre, que ce soit en Israël, en Égypte, mais même dans le monde, comme un territoire de classe dangereuse, extrêmement peuplé, extrêmement dense, où les gens seraient portés naturellement à la radicalité du fait de leurs conditions économiques, etc. Donc on craint cette population de Gaza, on craint qu'elle vienne émigrer en masse ou venir perturber aussi les équilibres politiques en Égypte. Laetitia Bucaille, Yahya Sinwar a étudié à l'université islamique de Gaza. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment sont déroulées ces études ? Alors, il faut savoir quand même que, c'est important de le rappeler, sur Yahya Sinwar, on n'a pas énormément d'informations, d'éléments biographiques. Pour deux raisons. Certainement, ça tient aussi à la personnalité de l'homme qui est centré tout à fait sur sa stratégie politique et son cheminement à l'intérieur du Hamas, qui a certainement peu fréquenté les journalistes et les chercheurs, mais c'est lié aussi au fait qu'il a été emprisonné dès 1989, qu'il a été condamné à plusieurs peines de prison à vie, et qu'ensuite, lorsqu'il retourne dans la bande de Gaza, cette bande de Gaza, elle est fermée. Donc, les chercheurs n'y vont plus, ne sont plus autorisés à y aller. Il y a très peu de journalistes aussi qui y vont. Donc Yahya Sinwar, on ne le connaît quand même pas très bien. Ce qu'on connaît de lui, c'est effectivement, il a donné quand même quelques interviews. Ce qu'on connaît de lui, au fond, c'est ce que les services de renseignement israéliens en disent. Et ceux qui l'ont interrogé ont dit au moment où il s'est fait arrêter et où il a été interrogé. Il va étudier à l'université islamique. Déjà, ça correspond très certainement à ses convictions politiques et religieuses, mais aussi parce que dans un premier temps, c'est l'université de Gaza où on peut aller étudier. Et effectivement, c'est un lieu où se déploient des réseaux de militantisme qui sont en quelque sorte un soutien à l'association islamique des frères musulmans, et puis qui sont aussi un soutien, une extension, un réseau lié par la suite au Hamas. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tous les étudiants de l'université islamique sont affiliés au Hamas, parce que dans un premier temps, c'est la seule université qui existe. Donc les gens y vont, parce que c'est un des seuls choix si l'on reste à Gaza. Qu'est-ce que l'on peut imaginer comme forme de militantisme pour ces mouvements islamiques ? Qu'est-ce qu'ils veulent, Laetitia Bucaille ? Alors là, on est dans le cadre de la première intifada. Donc la première intifada, on l'a beaucoup oublié, mais la première intifada, c'est essentiellement
un mouvement non violent. C'est un mouvement de désobéissance civile qui a été pensé comme une volonté, un projet de déconnexion des Palestiniens de l'autorité israélienne. Et faire la preuve finalement que les Palestiniens peuvent se gouverner eux-mêmes et n'ont pas besoin des Israéliens. Donc des premières consignes de l'intifada, une fois que ce mouvement spontané de révolte est structuré par les mouvements politiques, eh bien c'est l'appel au boycott des structures israéliennes d'autorité, notamment avec la démission. Le commandement national unifié de l'intifada demande aux policiers palestiniens qui sont employés par l'administration civile israélienne de démissionner. Parce qu'il n'est pas question finalement que des Palestiniens exercent l'ordre auprès de leurs concitoyens en obéissant à des militaires israéliens. Donc voilà, ça c'est par exemple un des objectifs de l'intifada, mais ça a été aussi le boycott des produits israéliens, ça a été aussi l'organisation des manifestations. Alors ce qu'on en a retenu beaucoup, c'est justement ces manifestations de jeteurs de pierres contre l'armée israélienne, David contre Goliath, nouvelle figure du Palestinien finalement non violent ou faiblement violent, puisque les jets de pierre sont quand même une violence, mais enfin un seuil extrêmement bas de violence. Et puis des jours de grève. C'est aussi, ça rythme beaucoup la première intifada, des jours de grève qui sont décrétés. Alors le Hamas ne rejoint pas le commandement national unifié qui est dirigé par les formations de l'OLP. Le commandement national unifié, c'est 4 mouvements qui appartiennent à l'OLP, le Fatah, le Front populaire de libération de la Palestine, le Front démocratique de libération de la Palestine et le Parti communiste palestinien, qui se sont alliés, qui ont des différents politiques, idéologiques, mais qui se mettent d'accord pour structurer le mouvement. Le Hamas ne veut pas rejoindre le commandement national unifié, donc à son propre commandement, décrète de ses propres jours de grève, etc. Donc la violence est limitée contre les Israéliens. Cela dit, un des gros problèmes de l'intifada qui va survenir, c'est la question des collaborateurs. Parce que très rapidement, en fait, le commandement de l'intifada va se faire arrêter par Israël. À l'époque, on n'est pas dans une surveillance technologique. En fait, Israël compte énormément sur tout un réseau de collaborateurs, d'informateurs, qui dénoncent d'autres Palestiniens. Et donc, là, les militants palestiniens vont se mettre en tête de chasser les collaborateurs et de les réprimer.